va s'adresser au mécanisme et à la physiopathologie de l'ischémie par strangulation au cours des occlusions mécaniques du grêle. L'occlusion mécanique du grêle est un événement fréquent puisqu'il concerne environ 20% des admissions chirurgicales pour abdomen aigu dans le service d'urgence hospitalière. Et le vieux paradigme d'Henri Mondor qui consistait à ne jamais laisser le soleil se lever ou se coucher sur une occlusion digestive a maintenant beaucoup évolué puisque nous disposons d'un traitement médical efficace par aspiration digestive et jeûne. Cependant, un certain nombre de patients vont devoir bénéficier d'une prise en charge chirurgicale car leur occlusion mécanique du grêle sera compliquée de phénomènes d'ischémie. Il existe donc pour nous radiologues un challenge difficile car ce diagnostic tomodensitométrique peut être long et difficile et reste source d'un nombre d'erreurs importantes. L'implication dans la prise en charge clinique du patient est majeure et le rôle du radiologue est évidemment central dans la prise en charge médicale et chirurgicale de ces patients. Il nous faut d'une part éviter une chirurgie inutile qui aura pour conséquence la multiplication des épisodes itératifs d'occlusion du grêle dans l'avenir et d'autre part ne pas passer à côté d'une ischémie qui, elle, peut mettre en jeu le pronostic vital immédiat du patient. On sait depuis plus de 20 ans que la tomodensitométrie est l'élément essentiel et la technique de référence pour établir le diagnostic d'occlusion mécanique et surtout en dresser et en évaluer la sévérité à la recherche de signes d'ischémie mésentérique. Aujourd'hui, cependant, il n'y a toujours pas de consensus sur la technique tomodensitométrique idéale qui doit être effectuée, et en particulier sur l'intérêt du passage sans injection. Nous y reviendrons au cours d'un deuxième topo illustrant ce parcours de e-learning. Quelles sont les questions clés qui nous sont posées au cours du diagnostic d'ischémie mésentérique compliquant une occlusion mécanique du grêle? La première est de savoir si le grêle, bien sûr, est occlu mécaniquement, et si oui, quel est le mécanisme d'occlusion? C'est là-dessus que nous insisterons dans ce premier cours. La seconde question consiste à situer la zone d'occlusion, ensuite à déterminer sa cause, et enfin à rechercher une complication à titre d'ischémie par strangulation. D'un point de vue physiopathologique, nous devons distinguer deux mécanismes différents d'occlusion mécanique du grêle. D'une part, l'occlusion simple, ici à gauche, d'autre part, l'occlusion dite à anse fermée, illustrée sur le schéma de droite. Schématiquement, l'occlusion simple consiste à la présence d'une zone de transition unique entre d'une part une anse afférente dilatée et d'autre part une anse efférente plate. À l'inverse, au cours des occlusions à anse fermée, il existe une anse afférente dilatée, une anse incarcérée elle-même dilatée et une anse efférente plate. Entre ces anses afférentes et cette anse incarcérée, une première zone de transition. Entre l'anse incarcérée et l'anse efférente, une deuxième zone de transition, les deux zones de transition étant situées dans la même zone anatomique, ce qui différencie l'occlusion à anse fermée. Nous allons maintenant détailler la physiopathologie de ces deux mécanismes et leurs risques respectifs de complications ischémiques. Dans l'occlusion simple, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, il existe donc une zone de transition unique séparant l'anse d'amont afférente dilatée et l'anse efférente plate. Il s'agit d'un mécanisme qu'on retrouve essentiellement
dans les phénomènes adhérentiels, comme vous pouvez le voir ici en bas à gauche sur cette vue péropératoire, où il existe de multiples adhérences fines, responsables d'occlusions simples. Plus rarement, il peut s'agir d'une bride, qui, elle, est l'élément préférentiel responsable des occlusions en fermées. Ce schéma montre bien la répartition vasculaire en fonction du méso visible en regard de cette anse grêle, et on peut comprendre qu'au sein de cette zone de transition, le risque de compression vasculaire n'est pas nul, mais il est relativement faible. Ce qui fait qu'au cours des occlusions simples, la complication par ischémie est relativement rare. Sur cette vue tomonocytométrique, un aspect classique d'occlusion simple, avec une anse afférente ici dilatée, au sein duquel on retrouve le classique signe du fesses, une anse efférente très antérieurement située, qui est plate, et la zone de transition située quasiment au contact du péritoine pariétal. A l'inverse, au cours des occlusions à anse fermée, nous avons deux zones de transition réparties dans la même zone topographique, mais là vous voyez que le schéma montre bien l'incarcération de cette anse et l'accompagnement de cette incarcération avec le méso de l'anse et les vaisseaux qui l'accompagnent. Et on peut parfaitement comprendre qu'au pied de cette anse incarcérée, il existe une compromission vasculaire avec un risque de strangulation important, comme en témoigne ici cette vue péropératoire où vous retrouvez l'anse afférente dilatée, l'anse incarcérée ici également dilatée avec son méso d'accompagnement. Il n'y a que peu de phénomènes d'ischémie pour l'instant au sein de cette anse, et l'anse efférente moins dilatée est visible en bas à droite. La concordance ici scanographique avec à nouveau l'anse afférente parfaitement dilatée ici, l'anse incarcérée dite close loop CL bien visible sur cette vue tomodensitométrique et l'anse efférente plate en bas à droite. On peut donc comprendre le risque de strangulation au cours de ces occlusions par incarcération d'anse, dite à anse fermée. C'est le mécanisme le plus souvent retrouvé également pour les occlusions mécaniques du grêle sur hernie externe ou interne. Mais bien sûr, la cause principale de ces occlusions à anse fermée, ce sont les brides. Le volvulus correspond à la rotation sur elle-même de cette anse incarcérée. Bien sûr, il va augmenter encore le risque d'ischémie par strangulation au cours de ce mécanisme d'occlusion par incarcération d'anse. D'un point de vue physiopathologique, il faut comprendre que le premier phénomène qui va se mettre en place est une gêne au retour veineux avec une distension et une dilatation des veines situées dans le méso de l'anse incarcérée, qui va entraîner une hyperpression également au niveau capillaire, qui va finir par retentir également sur l'apport artériel, donnant un défaut mixte vasculaire, favorisant la suffusion hémorragique au sein du méso et au sein de l'anse incarcérée, et finissant par donner une ischémie qui au départ est uniquement muqueuse et sous-muqueuse, et qui va ensuite se transformer en une ischémie transmurale complète et irréversible au cours de ces occlusions par strangulation. Il faut également distinguer plusieurs types différents d'occlusions à anse fermée. L'occlusion classique est celle que nous venons de voir, anse efférente dilatée, anse incarcérée dilatée, anse efférente plate. Mais il existe des occlusions plus complexes, responsables de nombreuses erreurs sur nos comptes rendus scanographiques, soit parce que ces occlusions sont multiples, comme on peut le voir ici sur ce schéma, et sur cette vue tomodensitométrique,
soit parce que l'occlusion est isolée et ne s'accompagne plus, ou pas encore, d'une distension des anses d'amont, comme vous le voyez ici, sur ce schéma et sur cette vue scanographique coronale, où les anses jéjunales sont plates, les anses iléales également, et l'anse incarcérée, elle seule, est dilatée. Dans ces occlusions dites à ventre plat, les phénomènes ischémiques et de strangulation sont souvent au premier plan. Il s'agit de patients souvent extrêmement douloureux et qui n'ont pas encore eu de signes cliniques à type de vomissement et pour lequel le diagnostic clinique d'occlusion n'est en général jamais porté. Et nous allons en revoir un exemple dans les diapositives suivantes. Ici, ce phénomène d'anse incarcérée multiple, auquel il faut savoir penser lorsqu'il existe à nouveau plusieurs zones de transition dans le même territoire anatomique. Mais bien sûr, le fait d'avoir une multiplicité d'anses rend le diagnostic difficile. Ici, vous avez en vert, en bleu et en marron 3 anses incarcérées différentes. On voit qu'il existe des remaniements du méso au niveau de ces anses, ce qui permet d'attirer l'attention sur cette région anatomique. Les zones de transition sont situées ici au niveau de la tête de flèche blanche et en astérisque ici, la dilatation des anses d'amont, donc de l'anse afférente non incarcérée. Ici, on retrouve le schéma d'occlusion à ventre plat. Il n'y a pas de dilatation de l'anse afférente, ni évidemment de dilatation de l'anse efférente. Et vous retrouvez ici, sur cet exemple, une importante infiltration du méso en regard d'anse anormale à parois épaissies, avec un aspect de distribution radiaire sur laquelle nous reviendrons au cours du prochain topo, et correspondant à une incarcération d'anse sur un mécanisme d'occlusion à anse fermée. Mais vous voyez que les anses d'amont ne sont pas dilatées au niveau du jéjunum. Il s'agit donc bien d'une occlusion à ventre plat, sans aucune dilatation en dehors de l'anse incarcérée. On retrouve à ce niveau une empreinte graisseuse traduisant la présence d'une bride responsable de cette première zone de transition entre anse afférente plate et anse incarcérée. Pour conclure, il est important de toujours établir en imagerie le mécanisme d'une occlusion mécanique du grêle, car il va influencer le risque d'ischémie et la prise en charge du patient. On distingue donc deux mécanismes, l'occlusion simple où on ne retrouve qu'une seule zone de transition entre anse afférente et anse efférente, de l'occlusion à anse fermée où il existe deux zones de transition situées dans la même région anatomique. L'occlusion à anse fermée s'accompagne d'un risque accru d'ischémie par strangulation et sa prise en charge sera le plus souvent chirurgicale.